Bonjour, bienvenue sur Parole sans masque. Je suis Erwan Keinec, universitaire, travaillant sur divers problèmes d'économie et de gestion. Et on va aujourd'hui évoquer les problèmes budgétaires de la France, ce budget introuvable qui entend réduire les dépenses publiques et augmenter les impôts sur les Français les plus fortunés, ce qui va nous permettre d'aborder la taxation des riches, une sorte de serpent de mer français, et la surtaxe d'impôt sur les sociétés infligée aux entreprises. On va essayer d'expliquer ce que c'est et ce que ça peut avoir comme effet. Alors, la France manque d'argent depuis 50 ans. Le dernier budget public en équilibre date de 1974. Ça fait donc 50 ans, et de décennie en décennie, l'adage de Margaret Thatcher se vérifie. C'est-à-dire que le problème avec le socialisme, c'est qu'on en vient toujours à manquer de l'argent des autres. Et donc, la France est perpétuellement en quête de l'argent des autres, sous forme d'impôts, et les autres, en l'occurrence, ce sont les riches, c'est-à-dire le bouc émissaire rêvé, une sorte de caste de milliardaires, dans le patrimoine duquel on pourrait se servir à loisir pour combler le puissant fond du déficit. Alors, on sait que ça a été expérimenté avec l'impôt sur la fortune dans les années 1980. La taxation des riches, elle pose de très nombreux problèmes. D'abord, un problème de principe. Moi, ça m'évoque toujours Philippe le Bel et les Templiers. Si vous n'avez pas vu Les Rois maudits, c'est une excellente série qu'on peut regarder. Les rois de France ont toujours manqué d'argent et donc ont toujours été inclinés à aller le chercher dans la poche des riches. Éventuellement en les spoliant, en les décapitant ou en les brûlant. C'est une époque heureusement révolue. Aujourd'hui, ça se fait par le mode de l'impôt. Ça pose quand même un problème de principe, parce que les Français sont d'accord avec la taxation des riches dans la mesure où les riches, c'est pas eux. Et beaucoup de Français aiment gagner de l'argent sans travailler et avoir des dépenses publiques sans avoir à cotiser pour elles. Et donc, qui va le faire? Les riches, c'est-à-dire les autres. Ça pose quand même un problème de principe éthique sur lequel je ne vais pas m'étendre. Deuxième problème, la taxation des riches, c'est l'impôt sur la fortune. Or, un certain nombre d'études montrent que l'impôt sur la fortune rapportait moins que ce qu'il coûtait à collecter en bureaucratie, en ingénierie fiscale. Troisième problème de la taxation des riches, c'est que dans un monde ouvert, une économie européenne très largement mondialisée, en tout cas ouverte sur l'extérieur, taxer les riches, ça les incite à partir. Ça suscite une sorte d'exil fiscal qui réduit l'assiette taxable et donc les impôts que l'on peut en concevoir. Quatrième problème de l'imposition des riches, ça renvoie à un schéma mental qui est assez archaïque, qui laisserait croire que les riches ont des bas de laine. Cette mythologie du bas de laine français, je crois, occupe encore beaucoup d'esprits. Et donc aurait à la banque une quantité de monnaie absolument énorme dans laquelle il suffirait de se servir. Ben non, la richesse des riches, elle est faite de la valorisation de leurs entreprises. Et la valorisation de leurs entreprises, ce sont des actions dont le cours est relativement élevé et qui font que lorsque la bourse va bien, elle va un peu mieux, d'ailleurs ces temps-ci, après avoir connu un coup de mou en début d'année. Ben, lorsque la bourse va mieux, les actions de ces entreprises des riches, Bernard Arnault par exemple, vont mieux aussi, leur cours augmente et les riches sont plus riches. Mais taxer les riches, ça veut dire soit les obliger à vendre des actions, soit à trouver des financements pour payer en monnaie, ce qui se traduit sous une forme qui n'est pas monétaire. Et on confond la richesse monétaire et la richesse non monétaire dans ce problème-là. Donc ce n'est pas un remède de taxer les riches, ça dissuade l'entreprise, ça crée des problèmes, ça soulève des problèmes éthiques que l'on a tendance à minimiser, et ça défavorise la liberté d'entreprendre et de développer des entreprises, alors que ça, c'est un problème économique absolument crucial de la France en particulier. Donc le problème, c'est de rendre une économie un peu moins dépendante de cette fuite en avant dans la dépense publique, qui la caractérise depuis 50 ans et qui, au moindre choc conjoncturel, c'est par exemple le cas de la crise sanitaire, précipite nos comptes publics dans le rouge. Pour ça, il faut s'atteler à des réformes de fond auxquelles nos hommes politiques, qu'on appelle parfois d'ailleurs improprement des responsables politiques,
ont toujours renoncé depuis 50 ans. Je suis bien en peine, moi qui ai vécu toutes ces décennies, d'identifier une réforme significative sur le front des finances publiques ces 5 dernières décennies. Alors évidemment, on ne peut pas aborder ce problème du budget 2025 où un gouvernement précaire court désespérément après un argent qui en gros n'existe pas ou n'existe plus pour combler un déficit qui atteint entre 5 et 6% du PIB, alors que les traités européens nous autorisent à 3%, ce qui est déjà tout à fait somptuaire. Eh bien, on ne peut pas évoquer ce problème-là sans évoquer la gestion du gouvernement, des gouvernements, disons, sous le mandat d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2024. On a affaire à un président qui est élu en 2017 sur un mot d'ordre que l'on peut comprendre, qui est la réduction des impôts. Pour les particuliers, pas riches, taxe d'habitation, ça a fortement contribué à son élection en 2017, et puis pour les entreprises, sous forme d'une réduction avérée qui a eu lieu de l'impôt sur les sociétés. Avant Emmanuel Macron, le prélèvement fiscal sur les bénéfices des entreprises, c'est 33%, un tiers du bénéfice calculé selon des normes fiscales. Progressivement, sous Emmanuel Macron, on passe à 25%. Ça a donné un coup de fouet au développement des entreprises, à l'investissement direct. Ça a favorisé l'investissement en France, donc la création de richesses en France. Ça a contribué à augmenter le taux d'emploi, pas dans des proportions suffisantes, mais on a observé dans ces années-là, disons jusqu'à la crise sanitaire, un petit mieux. Le problème de la doctrine d'Emmanuel Macron, c'est qu'il diminue les impôts sans rien faire pour diminuer les dépenses. Alors j'exagère, parce que pour diminuer les dépenses, il a quand même tenté, notamment une réforme des retraites, très mal ficelée, très mal vendue en 2022, mais qui procédait de cette volonté-là, ne soyons pas trop injustes. Il reste que la baisse des impôts est déconnectée de la baisse des dépenses. Or, vous ne pouvez pas baisser de manière viable et durable des impôts si vous ne baissez pas ce à quoi les impôts servent, c'est-à-dire le financement d'une dépense publique qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année pour des raisons structurelles. Et donc, on a vu les déficits se creuser, la dépense publique filer, évidemment aggravée par 2 épisodes, un épisode dont Emmanuel Macron est très largement responsable avec son Premier ministre, qui est l'épisode des Gilets jaunes, puisqu'il a créé de toutes pièces une sorte de révolte des automobilistes contre une politique inique à leur encontre, et puis une crise beaucoup plus fortuite, dont la gestion était, quoi qu'on puisse en dire, extrêmement difficile, qui est la crise sanitaire. Tout le problème de l'État français, c'est de ne pas prévoir que ce genre d'événement qui semble exceptionnel a en réalité un caractère chronique, structurel, est arrivé et va de nouveau arriver. Et que pour prévenir ce type d'épisode, il faut des ressources et donc des finances en relativement bon état. Et donc Emmanuel Macron a appliqué une doctrine dont je connais le soubassement économique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui consiste à penser qu'en baissant les impôts sans baisser les dépenses, on va relancer l'économie, en relançant l'économie, on relance la croissance, en relançant la croissance, on aura plus de recettes fiscales, tout ça va s'autofinancer. C'est un peu idéaliste. Pour dire la vérité, il est beaucoup plus raisonnable, pour baisser les impôts, de baisser au préalable les dépenses, ce qui suppose des réformes structurelles, c'est-à-dire des réformes sur lesquelles on a travaillé en amont. Ça n'a pas été le cas réellement, ni de ce mandat-là, ni de ce président-là, ni de ceux qui l'ont précédé, soyons clairs. C'est vraiment un problème chronique. Et on se retrouve, Emmanuel Macron se retrouve en 2025 face à un désaveu qui est cinglant, et que j'ai vu d'ailleurs peu commenté, qui est la fameuse surtaxe d'impôt sur les sociétés. Rappelons qu'en 2017, donc, Emmanuel Macron se fait élire en partie parce qu'il baisse l'impôt sur les bénéfices des entreprises de 33% à 25%. En 2025, qu'est-ce qui se passe ? Le budget dirigé par le gouvernement, donc François Bayrou, prévoit une surtaxe d'impôt sur les sociétés. Alors c'est très compliqué, c'est 20,6% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est entre 1 milliard et 3 milliards, et ça passe à 41, quelque chose pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est au-dessus de 3 milliards. Réforme à la française, avec des chiffres à virgule, des effets de seuil, des assiettes compliquées, tout pour qu'on n'y comprenne rien. Ça, c'est un syndrome de la bureaucratie française. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
D'ailleurs, un certain nombre d'observateurs que j'ai pu entendre ou lire là-dessus se trompent dans l'analyse de ces chiffres. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, je résume, le taux de l'impôt sur les sociétés de 25%, il va augmenter jusqu'à quelque chose de l'ordre de 35% pour les très grandes entreprises de ce pays. Ça veut dire quoi? On peut oublier les chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a été élu en partie sur une baisse de l'impôt sur les sociétés. 7 ans plus tard, il va se retrouver avec un impôt sur les sociétés plus élevé que celui qu'il avait trouvé. Comme désaveu cinglant d'une idéologie, d'une ligne politique, on peut difficilement trouver raccourci plus rude. Ça veut dire que taxer les riches, ça veut dire taxer les entreprises, ça veut dire taxer ceux qui créent de la richesse, ça veut dire taxer ceux qui créent des emplois. Et que ça ne change absolument rien au problème de fond qui est l'addiction de ce pays à une dépense publique qui est insoutenable. Et cette addiction à la dépense publique qui est insoutenable, les Français eux-mêmes, je trouve, ont leur responsabilité dans le fait de ne pas la regarder en face. Parce que on dit parfois, et ce sera mon mot de fin, que la dépense publique, elle serait liée à une forme de corruption, le train de vie des ministres, les voitures de fonction. Tout ça, c'est peanuts. Ça ne compte pour rien. La dépense publique, elle est liée à nos retraites. Et donc, les Français devront un jour la regarder en face et l'assumer. À des retraites que les actifs de moins en moins nombreux payent trop cher pour le bénéfice des inactifs. Il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, des personnes à des personnes. Il s'agit juste de faire un constat lucide sur le fait que certaines dépenses et certains trains de vie sont insoutenables. Les dépenses publiques, elles sont liées à l'éducation, elles sont liées à la santé. Ces services publics consomment trop pour le service qu'ils rendent. Ça passe par des réformes de structure et non pas par le fait de toujours se fournir dans la poche de ceux qui sont censés avoir l'argent dont collectivement nous manquons, ce qui suscite à bon droit l'ire, peut-être un jour la révolte, des personnes concernées, qui sont toujours d'ailleurs des entrepreneurs. Merci pour votre attention.